Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Docteur des Textes. Aujourd'hui nous allons parler de la vie pleine de surprises de Walt Whitman, un poète américain de référence dont la vie fut remplie d'aventures et de surprises. Du journalisme à l'abolitionnisme, de son rôle d'infermier pendant la guerre de sécession à son célèbre poème sur l'assassinat de Lincoln, jusqu'à des scandales sur la nature plus osée de ses écrits et de sa vie. C'est une figure passionnante et novatrice de son époque dont je vais vous faire explorer le destin aujourd'hui. Walt naît dans une famille néerlandaise par sa mère et anglaise par son père, dans une ferme paisible de l'est des États-Unis, à West Hills, dans l'État de New York. Elle existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il est le deuxième d'une fratrie de 9 enfants, ce qui est proche de la moyenne nationale de l'époque, qui était environ de 7 enfants par femme. Sa famille déménage rapidement à Brooklyn, qui était un lieu bien plus arboré et bucolique à cette époque, composé principalement de cahutes en bois simple et de peu de bâtiments en briques, exception faite des maisons des familles les plus aisées et des industries. C'est là qu'il commencera, après une rapide formation à l'école publique, à travailler pour une imprimerie à l'âge de 12 ans, ce qui l'intéresse beaucoup. Lorsqu'il ne travaille pas, il lit les œuvres des grands noms de la littérature comme Homère, Shakespeare et Dante de son propre chef, et tombe amoureux de cet art auquel il sera lié toute sa vie. Il devient ensuite enseignant à Brooklyn et, selon ses mots, détesta profondément cela, car il était fréquent de devoir dormir au même endroit que les parents de ses 80 élèves, à qui il faisait déjà cours jusqu'à 9 heures par jour. Il est facile d'imaginer pourquoi ça ne lui a pas plu du tout. Il écrira dans une lettre à un ami que Woodbury, l'une des communautés où il travaillait, était l'antre du démon, les champs du purgatoire, en ajoutant « Lorsque le Seigneur créa le monde, il utilisa toutes les bonnes choses et fut forcé de former Woodbury et ses habitants à partir des bouts de cigarettes, de déchets et de rebuts. » L'enseignement n'est donc clairement pas pour lui, et ce sera d'ailleurs la dernière fois qu'il le fera. Il participe à l'âge de 21 ans à l'écriture de discours politiques pour la réélection du 8e président des États-Unis, Martin Van Buren. Il affirme déjà très tôt ses positions puisque Van Buren était un candidat ouvertement anti-esclavagiste. Bien que louables, ses intentions sont toutefois condamnables concernant la population native américaine, puisqu'il avait hérité sans s'en soucier des décisions du président précédent de continuer la guerre contre la tribu séminole. De plus, il ne s'empêcha pas d'expulser la tribu Cherokee de Géorgie dans ce qui sera connu comme l'une des plus grandes tragédies de leur nation, la piste des larmes, qui entraîna la mort d'un quart de leur population. Cependant, Walt ne partage pas ces positions, excepté celle concernant l'abolition de l'esclavage, pour laquelle il militera longtemps. Et la réélection se soldera, quoi qu'il arrive, par un échec. Mais Walt continue sa vie et il devient rapidement, à l'âge de 23 ans, éditeur d'un quotidien à New York qui existe encore à ce jour sous la forme d'un journal local, le Long Islander News. À 27 ans, il édite déjà son deuxième journal, le Brooklyn Daily Eagle, un journal assez important de l'époque. Vous allez voir que le fait d'éditer de nouveaux journaux de manière répétée est l'une de ses habitudes tenaces. Ses visions anti-esclavagistes font qu'il sera congédié du journal Brooklyn Daily Eagle, ce qui l'encouragera à s'installer au sud, en Louisiane, où la vue des marchés aux esclaves renforceront ses convictions. Là-bas, loin de se démonter, il fondera le journal The Crescent et s'inspirera de la nature du Sud pour l'un de ses poèmes. J'ai vu en Louisiane un chêne poussant. Tout seul il se tenait et la mousse pendait de ses branches. Sans aucun compagnon, il a grandi là, émettant des feuilles joyeuses d'un vert foncé. Et son regard, rude, inflexible, vigoureux, m'a fait penser à moi-même. Mais je me demandais comment il pouvait émettre des feuilles joyeuses, debout là tout seul, sans son ami près de lui, car je savais que je ne le pouvais pas.
Parallèlement à ses travaux en tant que journaliste et rédacteur, il écrit des nouvelles et romans courts qu'il publie dans les journaux dont il fait partie. Bien qu'ayant un succès extrêmement limité, cela déroule déjà les thèmes chers à son cœur. Lui qui suivra toute sa vie le principe du dicton « un esprit sain dans un corps sain ». Il publie son premier roman, Franklin Evans, en 1842, qui peut s'inscrire comme beaucoup de ses histoires dans le mouvement de la tempérance, un mouvement social visant à réduire la consommation d'alcool, voire à l'interdire, pour le bien-être de la société. Puis viendra la même année sa nouvelle The Child's Champion, qui mettra en avant l'amour et l'amitié comme des forces surpuissantes pouvant vaincre tous les obstacles, ainsi que permettre la rédemption de l'humanité face aux ravages de l'alcoolisme. Ce sera un thème qui reviendra dans moultes histoires. Les personnages alcooliques y seront souvent des figures extrêmement négatives, comme des pères violents ou des membres de la société agressifs face à des personnes s'entraidant, se soutenant et s'apportant du bonheur. Ce n'est qu'en 1855, à l'âge de 37 ans, qu'il auto-éditera l'œuvre de sa vie, Feuilles d'herbe, Leaves of Grass, dans sa version originale. Son recueil de poèmes, qui deviendra par la suite l'un des recueils les plus connus de tous les États-Unis, est unique car il est composé de vers libres. Cela est assez révolutionnaire pour cette région du monde et cette époque. Sa prose s'étend sur les pages comme un discours, comme s'il racontait tout simplement l'intégralité de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Toujours en faisant preuve de beaucoup de sensibilité, en mettant un accent sur la beauté de la nature, la beauté du corps. Elle précède pour lui la beauté de l'esprit, car faisant partie de la pureté naïve du monde naturel, même si l'esprit reste pour lui digne de louanges poétiques. La première édition de 1855 se solde par un échec et sort dans un anonymat presque complet. C'est d'ailleurs celle que je vous recommande le plus si vous souhaitez vous plonger dans son univers. Mais sa détermination ne faillira pas au cours des années. Sur plus de 36 ans, c'est un total impressionnant de 9 éditions différentes du même livre qui seront perfectionnées, complétées, annotées jusqu'en 1991. La dernière édition est surnommée Deathbed ou édition Lit de mort, car il s'agit aussi de l'année de son décès. Le livre n'eut que très peu de succès jusqu'en 1882, l'année suivant la sortie de la 7e édition. Cette année-là, il fut menacé de procès par plusieurs groupes considérant son livre comme obscène et une atteinte aux bonnes mœurs de la société, du fait de la présence entre les pages du livre de poèmes décrivant le corps de manière détaillée et presque sexualisée. Spécifiquement, Je chante le corps électrique et Je chante le soi-même, où il sublime la puissance du corps, vue comme corruptrice par ses détracteurs, et l'égalité de la liberté des corps féminins et masculins. Voici les extraits mis en cause. Je chante le corps électrique, saint des foules de ceux que j'aime comme je les sains, qui n'ont de cesse que je les suive, que je leur réponde, que je les décorrompe, que je les charge à plein de la charge de l'âme. Je chante le soi-même, une simple personne séparée. Pourtant je prononce le mot démocratique, le mot en masse. C'est de la physiologie du haut en bas que je chante. La physionomie seule, le cerveau seul, ce n'est pas digne de la muse. Je dis que l'être complet en est bien plus digne. C'est le féminin à l'égal du mâle que je chante. C'est la vie, incommensurable en passion, ressort et puissance. Comme souvent dans ces cas-là, ces plaintes eurent le même effet que pour le Madame Bovary de Flaubert. La mention de l'obscène fut un immense coup de publicité et propulsa son livre en tête des ventes. Un cuisant échec pour ceux voulant le faire taire. Il devint avec le temps un symbole de liberté et de l'esprit américain, du fait de sa participation particulière dans l'une des guerres civiles les plus célèbres des États-Unis après la Révolution, la guerre de Sécession. Nous allons voir ce qu'il y fit tout de suite. Sous l'administration Lincoln se déroula entre les États du Sud, esclavagistes, et les États du Nord, abolitionnistes, la guerre de Sécession qui durera 4 ans.
de 1861 à 1865. Elle sera extrêmement meurtrière dans les deux camps. Elle se finira par une victoire de l'Union et une abolition totale de l'esclavage aux États-Unis. Whitman s'impliqua assez étrangement de manière humaine et non partisane, d'un côté plutôt que l'autre, même si sa préférence politique allait au nord. À New York, il montra son soutien dans les hôpitaux, apportant des cadeaux aux soldats confédérés et de l'Union de manière indiscriminée, pour leur donner un petit peu de joie de vivre et leur permettre de supporter les horreurs qu'ils avaient vécues lors de cette première grande guerre industrielle. Elle reste encore aujourd'hui celle dans laquelle les États-Unis ont enregistré le plus de pertes militaires. La mort de Lincoln fut pour lui un traumatisme qui l'honora de 2 poèmes en 1865, année du drame. L'un des plus connus peut être vu dans l'excellent film Le Cercle des poètes disparus, puisqu'il s'agit d'O capitaine, mon capitaine. Il y fait l'éloge funèbre d'une personnification militaire de Lincoln qu'il considérait comme l'un des plus grands représentants de la démocratie. Ô capitaine, mon capitaine, notre effroyable voyage est terminé. Le vaisseau a franchi tous les caps, la récompense recherchée est gagnée. Le port est proche, j'entends les cloches, la foule qui exulte. Pendant que les yeux suivent la quille franche, le vaisseau lugubre et audacieux. Mais ô cœur, 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 ô les gouttes rouges qui saignent, sur le pont où gît mon capitaine, étendu, froid et sans vie. Après ces événements, il se retira de la vie politique et administrative pour se concentrer pleinement sur l'édition, la réédition et l'amélioration de sa poésie. La mort de sa mère, en 1873, et un léger accident lui ayant causé une paralysie partielle endommagèrent sa santé mentale et physique, le rendant un peu plus faible et morose. La vente extraordinaire de ses écrits en 1882 lui permit de s'acheter une petite maison à Camden, dans le New Jersey. Il y vécut jusqu'à la fin de sa vie, se laissant pousser une très longue barbe, lui donnant un air de vieux sage. Cette maison peut d'ailleurs toujours être visitée et a été laissée en l'état, exposant plusieurs de ses effets personnels. Pour combattre ses problèmes de santé, il se mit à boire régulièrement du punch au lait, qui était composé d'un mélange de lait, de cannelle, de noix de muscade et d'un alcool fort comme un rhum ou un brandy. L'alcool était effectivement considéré par la médecine de cette époque comme un tonique pouvant fortifier le corps et améliorer les défenses immunitaires. Il en but sans se priver. Cela peut être vu comme assez ironique, venant d'une personne qui considérait publiquement l'alcool comme un mal profond pour l'esprit et le corps. Ce qu'il n'avait pas considéré, c'est que le lait américain, dans les années 1890, avait 2 défauts majeurs. Le premier était que les revendeurs le coupaient souvent avec du plâtre de Paris pour diminuer les coûts. Le second était qu'une étude publiée l'année de sa mort montra que la majorité des vaches américaines étaient malades et transmettaient la tuberculose via leur lait qui n'était pas encore pasteurisé. Il s'éteignit dans sa maison de Camden le 26 mars 1892 à l'âge respectable de 72 ans. Il fut inhumé dans la crypte familiale de sa conception, toujours un lieu de mémoire de nos jours. Un élément de la vie de Whitman, dont je ne vous ai sciemment pas encore parlé, est son orientation sexuelle. Vous avez peut-être pu remarquer que je n'ai parlé d'aucun enfant, ni de mariage qu'il aurait pu avoir. Il y a une raison à cela. Il est fortement supposé, toutefois sans confirmation claire de lui-même, qu'il était homosexuel. À ce sujet, et à propos de l'admiration du corps masculin qu'il a pu faire dans ses poèmes, il a toujours exprimé cette théorie comme étant quelque chose de corrupteur, de négatif et qu'il refusait en bloc. Toutefois, dans ses notes, il a pu être retrouvé que la mention d'une bien-aimée, d'un de ses poèmes, était, avant sa modification et la publication, un bien-aimé. Il était également souvent en compagnie d'un homme, aujourd'hui considéré par certains historiens comme son amant, M. Fred Vaughan, mais aussi avec d'autres hommes avec lesquels il posa
pour des photos et se rendait régulièrement à un club de discussion littéraire connu aujourd'hui pour avoir rassemblé plusieurs personnalités homosexuelles de l'époque. Il niera ses suppositions toute sa vie, allant même jusqu'à s'inventer 6 enfants non légitimes qu'il aurait fait pour corriger sa réputation, sans toutefois préciser quand il les avait eus ni où les trouver. Il est parfois cité depuis les années 70 comme une icône homosexuelle de la littérature américaine. Je me dois de rappeler qu'il s'agit d'une vision post-mortem de sa personne et de sa vie. La certitude n'est donc pas possible, mais le doute, oui. Passons maintenant à son héritage. Son utilisation des vers libres et la forme très particulière de sa poésie ont grandement influencé des poètes du monde entier, mais particulièrement le mouvement du symbolisme. Des poètes tels que Verlaine, Rimbaud et Baudelaire ont utilisé des formes similaires aux siennes. Les thèmes déployés dans ces poésies résonnent encore de manière très vivante avec le public américain, notamment les idées de faire fi des conventions sociales et d'être un esprit libre, bien qu'un peu rustre. Certains de ses écrits continuent d'être découverts encore aujourd'hui, notamment l'un de ses romans perdus, publié dans le New York Times en 2017. Son approche à l'auto-édition peut faire écho à des pratiques actuelles chez les auteurs comme la vérification de la production, la proximité avec les éditeurs et la volonté spécifique en termes de couverture, de design et de mise en page. Un enregistrement de lui, lisant ses poésies, fait par Thomas Edison, a également été retrouvé. Je vous mets le lien dans la description. Ces poèmes ont également été utilisés soit comme inspiration, soit directement comme citation, dans plus de 500 morceaux de musique, ce qui en fait un des poètes parmi les plus cités aux États-Unis dans ce genre de médias. Il est également l'un des rares poètes de cette époque à être lié à l'espace et au système solaire, puisqu'un cratère sur la planète Mercure porte également son nom depuis 2020. Un baptême plus que bienvenu pour celui qui aimait la nature et toutes ses créations du fond de son être. Whitman est donc un poète très influent sur son époque et les suivantes, célébré pour ses travaux, ses combats anti-esclavagistes et sa participation intense à l'histoire, l'identité et les aspirations de son pays. Ses poèmes sont encore aujourd'hui de vraies merveilles de la contemplation, de l'émotion et de célébration du soi en tant que maillon d'un monde interconnecté. Merci de m'avoir suivi au cours de ce voyage au 19e siècle dans la vie d'un homme surprenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter le site de la Walt Whitman Association qui s'occupe de tous les lieux liés à sa mémoire et m'a aidé à préparer cette vidéo. Attention cependant, il est en anglais, mais aisément traduisible si vous le souhaitez. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, et à bientôt chez le Docteur des Textes.